Bonjour à tous. Bonjour Pedro, bonjour à tous. Alors pour ceux qui ont Bonjour entendu, Daniel, Hugo, Antoine. Georges toussait pendant la transition. Donc j'espère que tu vas bien. Bon, No comment. alors, juste un tout petit aparté, je ne sais pas si donc, on avait parlé, mardi de la commémoration, des commémorations liées aux attentats de 2015. Il y a une très belle campagne d'affichage, j'ai trouvé dans Paris justement, avec le slogan de la ville de Paris: «Fluctuac nec mergitur», donc tangue mais ne coule pas, et j'ai trouvé que c'était très à propos. Voilà, mais c'est juste en petite introduction. Et aujourd'hui, effectivement, il faut pas oublier que il y a eu les attentats sont déroulés en plusieurs vagues. Donc il y a eu le 7, le 8 et le 9, et donc aujourd'hui, on commémore, c'est les victimes de l'Hyper Cacher, si je me trompe pas, et la policière municipale aussi, je crois que c'était aujourd'hui. On t'entend Non, plus, Jean. je me trompe, ça s'est passé sur 3 jours, 7 jours, c'était Charlie Hebdo. Hier, c'était la policière municipale, il y a eu la cérémonie là à Montrouge, Mmh. puisque, Koulibaly, au nom de l'État islamique, l'avait tué la veille de l'Hyper Cacher. En fait, il a été traqué pour, le meurtre de cette policière municipale, madame, C'est ça. Jean-Philippe, originaire, des Antilles. Et il avait fini sa course à l'Hypercacher de Vincennes où il avait tué 4 personnes, 4 Français ressortissants, juifs là pour le coup. Et lui, il avait revendiqué, État islamique. Tout à fait, donc Il faut souligner encore une fois, puisque, c'est un clin d'œil, tragique de l'histoire et heu et ça montre combien notre diplomatie est pathétique. Heu, Nous soutenons et saluons, les bras droits, de ceux qui étaient, à la tête, de Al-Qaïda, de Daesh, et de Al-Nosra et qui maintenant dirigent, la Syrie libre, démocratique, inclusive, sympathique. Voilà. 10 ans après, comme, je sais pas ce qu'on aurait dit les gens de Charlie Hebdo. Je pense qu'ils auraient fait des dessins assez piquants. de toute façon, c'est bien parce que ça nous permet de parler de notre premier sujet, effectivement, que tu m'as envoyé ce matin, mais on a eu la même idée puisque c'est quand même un gros revirement, mais qui correspond à ce qu'on dit depuis, des années. C'est pour ceux qui n'ont pas vu, Facebook, en particulier Mark Zuckerberg, a fait, un certain nombre, d'annonces, et donc a décidé de changer, complètement, sa manière de réguler l'information avec un virage. Alors je sais plus, il y a on peut dire, je sais même pas si on peut dire 360 degrés, ça doit être du 960 du moins, ou même du Non, 180, c'est bien, toujours ouais, 180. non, non, ouais, Et mais c'est ça vraiment une règle à retenir. C'est un cercle complet, c'est 360 et si on fait exactement, 360, on revient sur le même point. Donc 980, ouais, c'est voilà, pas un grand changement. 180, c'est un changement total. exactement, donc de toute façon, et surtout ça montre quelque chose qu'on disait depuis très longtemps, contrairement à ce que beaucoup, de gens, on va dire, voyant, pensant que les GAFAM, les Jeff Bezos et cetera sont des grands idéologues. Leur idéologie, elle vient surtout de leur porte-monnaie, et donc pendant très longtemps, du moins pendant un certain temps, je ne sais pas qui, peut-être McKinsey, où les gens leur fournissaient des études comme quoi, le wokisme c'était bien, ça rapportait et cetera, et depuis un certain temps, que ce soit chez Disney, chez d'autres, ils se sont rendus compte que, ben, en fait, ça leur faisait perdre beaucoup d'argent, qu'au final, ils en gagnaient pas plus et que ça énervait les gens, et donc on voit d'un seul coup tous ces, chevaliers blancs, de la bien-pensance virer de bord, et d'ailleurs, beaucoup de patrons de la Silicon Valley, seront présents à l'investiture de Trump qui,
eux-mêmes alors qu'ils disaient pique-pendre sur lui, il y a pas si longtemps. Donc mais tu as peut-être quelque chose à dire là-dessus, Georges? Mais ce qui est intéressant, c'est de rappeler qu'avant que Elon Musk avec X ne se mêle d'affaires politiques, intérieures des différents pays, c'est ce que Mmh. faisait Facebook. Sans que ça pose de gros problèmes. On se rappellera de Cambridge, Analytica, par exemple, où dès 2017, les usages qu'en avait fait l'équipe, heu, de, heu, de Macron, en s'en vantant même dans les médias. On trouvera facilement des reportages télévisés, de 2017 où il faisait exactement, ce genre de choses, donc une ingérence, par un milliardaire. Mais à l'époque, c'était un milliardaire sympa. C'était un milliardaire dans le vent, heu de gauche américaine, c'est-à-dire pas trop de gauche sur les questions économiques, très, très capitaliste, effectivement woke et qui, était inscrit dans ce qu'on appelle le courant de la bien-pensance. Et d'ailleurs, c'était à peu près le cas de tous les, milliardaires, de la Silicon Valley, les milliardaires de la tech, qui étaient tous en soutien ou quasiment tous en soutien, y compris Elon Musk, à l'époque de Barack Obama et à ce moment-là, tout ça était très, très bien. Ils ils l'aimaient tous beaucoup. Bon, Elon Musk est devenu conservateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, à la première présidence de Donald Trump, il avait critiqué et menacé d'une certaine manière Zuckerberg. Or, il faut savoir que l'État américain dispose d'un appareil législatif, à commencer par la loi antitrust qui avait cassé l'empire pétrolier de Rockefeller, de la Standard Oil à la fin du 19e siècle, et il l'a menacé. Et d'ailleurs, hier, il y a une vidéo très intéressante. Donald Trump a interviewé, un journaliste lui demande: «Est-ce que vous pensez que le revirement de Mark Zuckerberg, est relatif aux menaces que vous lui avez faites?» Un politique normal aurait dit: «Mais non, bien sûr, j'ai jamais fait de menaces». Et lui, il fait: «Oui, oui, je crois que c'est ça, c'est les menaces que j'ai faites qui ont fait changer Zuckerberg». Et comme tu as dit, Pedro, le portefeuille a dû faire ding, 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 ding là-haut et il s'est dit: «Ouh là 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 là, c'est pas le courant en ce moment, on va changer». Et donc il a supprimé les fact-checkers. Alors c'était des fact-checkers du type Le Monde et Libération. C'est-à-dire ils fact-checkent dans une direction particulière et ils ne refact-checkent pas, quand ils sont trompés, c'est-à-dire régulièrement. Plus tout un tas d'entraves à la liberté d'expression sur Facebook, ce qui est un souci global. C'est-à-dire qu'on a des milliardaires qui contrôlent à 100% un outil de communication mondial qu'utilisent énormément de citoyens et ils peuvent orienter les flux d'informations de la manière dont ils le veulent. Alors, encore une fois, on reproche ça à Elon Musk, mais tous les autres le font, et y compris Zuckerberg. Donc Zuckerberg a dit qu'il allait lever là, tous ces blocages pour être dans une logique du premier amendement des États-Unis de liberté totale d'expression. On verra si c'est le cas. Je ne sais pas. Moi, je me souviens avoir été bloqué pendant très très longtemps sur Facebook, enfin pas bloqué, mais mis dans un sorte de placard. Personne ne voyait mes publications sur Facebook parce que j'avais été attaqué par une série de cinglés nationalistes ukrainiens, parce que j'avais rappelé comment s'était déroulée la Shoah par balle. Et bien là, à ce moment-là, il y a 3-4 ans, pardon, il y a 2 ans, rappeler la Shoah par balle en Ukraine par les unités bandéristes, et ça n'était pas très 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 apprécié. Donc maintenant, Mmh. voilà, il y avait un changement. Et donc, j'ai fait le parallèle avec Jack Ma. Parce que on en a parlé ici, en Chine et en Russie. Alors, la Chine n'est pas une démocratie. La Russie est une démocratie particulière. C'est un système impérial, mais avec un caractère démocratique. Et bien là-bas, ils contraignent leurs oligarchies du mieux qu'ils peuvent. Et en Chine, ça a été un peu à l'ancienne. Donc, Jack Ma faisait un peu des critiques sur le régime et souhaitait plus de démocratie. En gros, il disait que c'était mieux l'Occident que la Chine. Et Ouais, il s'est il donnait retrouvé, beaucoup son avis surtout. oui, il donnait beaucoup son avis, mais en gros, ce qui n'a pas plu au Parti communiste chinois, c'est qu'il disait que c'était un peu mieux les États-Unis que la Chine. Et donc, il a disparu pendant 3 mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, 3 ou 4 mois. Puis il est ressorti, il avait un peu minci. Donc on en avait rigolé parce qu'on avait dit il a dû faire un stage dans une rizière. On lui avait expliqué, écoute, ça va mal se passer pour toi. Et tout à coup, il a été très content de retrouver ses milliards et depuis, il dit plus rien. Et d'où le parallèle avec Mark Zuckerberg, où j'ai écrit hier dans un petit tweet assassin. Est-ce que,
Est-ce que c'est Jack Ma qui a changé, qui a fait l'opération chirurgicale, ou c'est Mark Zuckerberg qui a fait un stage en rizière? Alors, c'est un stage en rizière à l'américaine, évidemment, mais on vient d'en parler, c'est la menace de Trump, de lui taper son empire, qui a fait changer d'avis Mark Zuckerberg. Ce qui montre bien, in fine, qu'on ne peut pas avoir de fonctionnement sans régulation par l'État avec un peuple souverain. Donc, Parce quand tout est dérégulé, ah ben, si Trump gagne, il décide de ce qu'il veut, c'est un milliardaire, et les milliardaires font comme ils veulent avec leurs médias, entre autres, mais pas que leurs médias, avec l'industrie pharmaceutique, avec le spatial, avec, avec les entreprises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'État, par exemple en France, a peu de capacité d'action et de contraintes sur ces milliardaires. On le voit avec Arnaud, entre autres, et nos autres milliardaires bien français. il faut pas oublier que, parce qu'on parle de Facebook, mais c'est le groupe Meta, et le groupe Meta, c'est surtout aujourd'hui WhatsApp, qui est un outil de communication, majeur, utilisé, même dans beaucoup de pays comme alternative au téléphone traditionnel. C'est Instagram aussi, heu et donc d'autres sociétés, comme, MetaQuest et cetera, qui fait des casques de réalité virtuelle. Mais c'est vraiment un gros groupe, dont la majorité de ses revenus vient de la publicité, hein, faut pas oublier, et en particulier la vente de vos données. C'est-à-dire que, heu, si pour ceux qui ont des doutes sur, la manière dont fonctionnent les algorithmes, vous verrez que bizarrement, si vous parlez de choses, à vos amis: «Ah bah tiens, j'aimerais bien acheter un lit», dans les pubs qui vont s'afficher, sur Facebook vont, comme par hasard, vous proposer le truc dont vous avez parlé, sauf si effectivement vous avez été malin et vous avez bloqué, ce genre de choses. Vous allez voir que si vous croisez quelqu'un, moi ça m'arrive régulièrement puisque, j'ai énormément de pages, donc de croiser des gens ou de les rajouter dans mon répertoire, et ben, ces gens me sont suggérés en ami Facebook, et donc c'est très étrange. Par exemple, là, on a fait un certain nombre, d'événements, en particulier le sommet de Kazan ou le sommet, du G20 à Rio, et donc beaucoup de gens qu'on a croisés, j'ai même pas ajouté, hein, des journalistes avec qui on a discuté, me sont suggérés en ami. Ça veut dire qu'effectivement, cette traque, il est tous les jours. C'est pour ça que justement la régulation de ces plateformes est, fondamentale. On le voit, justement avec, les données de santé, filées à Amazon ou Microsoft et cetera. On se rend pas compte du danger, et effectivement avec, Musk, dans les équipes de Trump, on peut, imaginer le pire de ce côté-là. Parce que ça risque d'être une poussée, vers une dérégulation totale, parce qu'il faut pas oublier que tous ces chefs d'entreprise, de Bezos à Zuckerberg et en passant par Musk, ont une particularité commune, ils sont tous libertariens. Ils sont pour les entreprises régulent tout, en particulier l'économie, et surtout pas l'État. Donc bon, ceux qui les admirent, il faut faire attention, parce qu'eux, ils ont les moyens de se payer une bonne santé, ils ont les moyens de se payer, même leurs propres armées. Mais voilà, le reste de la population n'a pas, ces moyens-là. On va enchaîner sur un autre sujet. Georges, sauf si tu avais quelque chose à rajouter, sur, le Jack Ma américain. Mais c'est Musk et Trudeau, cet échange, on vit une époque formidable où un ancien, 1er ministre, canadien échange avec le second in chief. Et je sais pas, on se demande si le monde est bien mûr. Je pense que si des extraterrestres un jour viennent nous observer, ils vont se dire: «On n'est pas sérieux», ils vont repartir très vite. Ouais. Alors, c'est pas exactement ça. D'abord, enfin, si, c'est ça, mais non, mais tu sais, Trudeau est toujours, Premier ministre, hein. Oui, oui, non mais Il faut qu'il soit c'est comme un mini gouvernement démissionnaire. Donc c'est il l'a rappelé, dans son échange à Elon Musk, puis c'est pas vraiment un échange, c'est Elon Musk qui a réagi au message qu'a écrit Justin Trudeau. Alors on en a parlé mardi,
c'est, l'affrontement, que met en place Donald Trump avec le Canada, qui est le cadre qui explique cet échange et la démission de Trudeau. Monsieur Trudeau a des problèmes internes, il n'est plus vraiment très, très apprécié, c'est le moins qu'on puisse dire, au Canada. Mais la démission, la décision finale de démission, tant du Parti libéral qu'il dirigeait que du poste de Premier ministre, eh bien, c'est lié au fait que Donald Trump, en rupture avec tous les accords existants, entre autres le traité de libre-échange entre le Canada et le Mexique et les États-Unis, à savoir l'ALENA, a décidé qu'il y aurait des taxes de 25%, ce qui est absolument colossal, sur les productions canadiennes entrant aux États-Unis. Il déclare une guerre commerciale massive à son premier voisin, premier partenaire commercial, en tout cas un des principaux partenaires commerciaux et un de ses grands alliés dans l'OTAN. Bon. Et ils ne savent pas sur quel pied danser, et il le fait de manière trollesque. Mais en même temps, on ne sait pas si c'est que du trollage, puisqu'il il ne cesse d'envoyer des cartes des États-Unis et du Canada mixées en marquant États-Unis. C'est-à-dire que annexion complète du Canada aux États-Unis. On ne sait pas par quel procédé, par une guerre, par une capitulation générale, en tout cas, mais c'est du jamais vu quand même. Donc évidemment, il réagit, c'est Trudeau réagit en disant il n'y a aucune chance que les États-Unis annexent le Canada. Et là, comme tu dis, Pedro, le numéro 2, Elon Musk répond: hé, fille. Alors déjà, il traite de fille. C'est quand même lunaire. Macron, dans ses relations avec les chefs d'État africains, est pulvérisé. Alors, totalement. Et il dit: hé, fille, t'es plus ministre, non, tu n'es plus gouverneur du Canada. Donc, il reprend la logique de trollage de Donald Trump, qui est président dans maintenant 11 jours, et qui considère ne qualifie le Canada depuis maintenant 2 semaines que comme le 51e État des États-Unis. Bon. Donc il continue sur cette logique-là, et il dit, mais t'as rien à dire, tu n'es plus gouverneur du Canada. Alors, en dehors du côté drôle et complètement trollage, ça montre deux choses. La première, c'est la panique des gouvernants européens et canadiens. Ce sont tous, depuis 30 ans, des atlantistes fanatiques. Ils ont sabordé la souveraineté de leurs États dès qu'ils l'ont pu. Ils ont acheté du matériel américain militaire quand ils pouvaient acheter du matériel européen, par exemple français, je pense au F-35 par rapport aux avions Rafale. Et vous allez voir pourquoi je parle spécifiquement des F-35, c'est assez intéressant. François Hollande a bloqué toute la fabrication par Safran et Dassault de nos drones pour acheter des MAL Reaper, des drones Reaper et MAL, MAL américains. Et ainsi de suite. Ils ont sabordé les relations économiques avec la Russie, en particulier les hydrocarbures pour avoir des hydrocarbures américains. Et de toute façon, la moitié de ceux qui nous dirigent actuellement en Europe de l'Est et au Canada sont passés par les Young Leaders, ce think tank qui sélectionne les jeunes pousses prometteuses de la politique dans chacun des pays pour les associer intimement avec les États-Unis. Ou alors il y a le German Marshall Fund, ou alors il y a le Council, l'Atlantic Council, et d'innombrables autres officines qui vont chercher des gens très de droite ou des gens comme Rokhaya Diallo. Oh, Rokhaya Diallo passe à la télévision, elle s'attaque à la France, super. Hop, on l'a fait financer par Georgetown University, et ainsi de suite. Et donc, on a une élite, entre guillemets, politique, qui est soumise à Washington. Quand le président Evo Morales passe avec son avion au-dessus de la France, notre président libre et indépendant François Hollande reçoit un appel d'un sous-fifre à 3 heures du matin de Washington, de la Maison-Blanche, et lui dit: tu fais poser cet avion et vous fouillez tout l'avion jusqu'aux toilettes pour voir s'il n'y a pas Edward Snowden dedans. Et il s'exécute. C'est le niveau d'obéissance de nos dirigeants. Et bien là, tout à coup, leur chef suprême
en fait, n'agit pas différemment. Donald Trump, il n'y a aucune différence, au fond, dans la géopolitique trumpiste par rapport à celle d'Obama, de Biden ou de Clinton. Juste, il l'exprime de manière tellement outrancière, on croirait Caligula dans l'Empire romain. Mmh. D'autres mettaient les formes par rapport au Sénat, pour faire comprendre au Sénat qu'il n'avait plus réellement le pouvoir qu'il avait sous la République. Mais Caligula, lui, il nomme son cheval sénateur. Voilà, c'est une forme trumpiste de regardez, vous ne servez à rien, je décide tout et je vais vous humilier en plus. Mais c'est ce qu'ils font, en Mmh. fait. Avec Elon Musk, ils les humilient et ils montrent qu'ils ne peuvent rien faire. Alors bien sûr, il y a une agitation, et Glucksmann écrit qu'il faudrait que, et machin, qu'il faudrait qu'on ait une défense européenne. Et c'est impossible, c'est extraordinaire. Il faut vraiment relire pour certains, peut-être eux, les traités européens. Ils sont totalement inféodés, en particulier sur les questions de sécurité et de défense aux États-Unis. Et donc, Trump et Elon Musk se comportent en suzerains féodaux et traitent de manière méprisante leurs vassaux que sont les États européens et ce pauvre Canada. Après, Georges, les gens oublient, hein, mais Reagan, dans le passé, ils ne font qu'appliquer la doctrine Monroe. Ce qui est intéressant, c'est que je ne pensais pas que le Groenland faisait partie du continent américain. Effectivement, c'est pas clair où est le Groenland, physiquement. Du moins, c'est au centre, donc Non, pour moi, c'est physiquement, c'est continent américain. voilà. C'est la plaque américaine. Exactement, et donc on voit que cette doctrine Monroe, c'est que je rappelle souvent, hein, mais qui est important à rappeler à nos auditeurs, c'est l'Amérique aux Américains, et quand on dit l'Amérique aux Américains, c'est pas les États-Unis d'Amérique aux, citoyens des États-Unis d'Amérique, c'est le continent américain aux citoyens des États-Unis, et Et donc ça c'est va, aussi du Canada au Chili, et donc c'est pour ça, mais c'est la nous doctrine Monroe, Pedro, mais c'est d'une autre, c'est aussi plus largement, c'est la logique impériale des États-Unis. oui, C'est une logique impériale mondiale. Alors, beaucoup ont été critiqués de complotisme, quand bien même on leur montrait que la positionne quand même avoir 800 000 bases, pardon, 800 bases officielles dans le monde entier et plus de 600 000 soldats qui se promènent à travers toute la planète, ça a quand même un petit côté impérial. Hein. C'est pas tous les autres pays font ça. De déclencher des guerres absolument partout, des coups d'État, des renversements, des assassinats depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, a quand même un caractère sévèrement impérial. Et que c'est une logique américaine. Tu le rappelles pour la doctrine Monroe, mais la doctrine Monroe est la continuation de l'extension des États-Unis, des 13 colonies sur le continent américain. Et puis ça va continuer jusqu'aux Philippines. Il faut relire les magnifiques textes de Mark Twain sur le refus de la colonisation américaine. Puis ça a été Hawaï, c'est Porto Rico, enfin ils ont une logique c'est pas nouveau, encore une fois. Donald Trump le fait juste de manière outrancière, sans y mettre les formes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il montre qu'il le peut sans mettre les formes. C'est ça qui est extraordinaire. Et si demain, d'une manière ou d'une autre, les États-Unis annexent, au Canada, c'est compliqué, mais annexent le Groenland ou Panama, qu'est-ce qui va se passer? alors est-ce Il que, n'y aura pas la même réaction qu'avec l'Ukraine. Alors que la situation est très, très nettement différente, ça sera une annexion pure et simple, et il n'y aura rien, et il ne se passera rien. Évidemment, prenons du côté chinois et russe, ils ne peuvent pas déclencher une guerre, parce qu'eux ne sont pas stupides comme certains de nos dirigeants qui veulent faire la guerre à la Russie. Ils savent très bien que les États-Unis ont 6000 têtes nucléaires. On ne peut pas faire de guerre. On peut rompre certaines relations, mais on ne peut pas faire de guerre. Mais les Européens, qui sont pieds et poings liés, on n'a pas de ressources. Il faut savoir que Mme von der Leyen avait eu l'idée lumineuse de se procurer les ressources, en particulier les terres rares et certains autres composants très rares que l'Europe se procure massivement en Chine et en Russie. Où ça? Au Groenland. Il y a 35 types de terres rares et le Groenland en procure 24. Eh ben, Trump va leur dire non, c'est à nous. Et les Européens vont se fournir où après? C'est amusant. Bon, ils nous ont mis dans une situation, l'administration Biden entre autres, où n'ayant plus aucune relation commerciale ou quasiment plus avec la Russie,
l'Europe est dans une situation de paralysie et encore pire de paralysie parce qu'ils nous ont forcés à acheter, je le disais tout à l'heure et c'est pas pour rien, les, heu, les drones Reaper et MAL sous François Hollande. Ou alors ils nous ont imposé François Hollande a imposé d'utiliser Windows comme système d'exploitation, dans notre ministère de la défense et puis, ils font acheter des F-35, à tout le monde. En quoi c'est intéressant ça? Eh bien, les drones MAL et Reaper ne volent que s'il y a une autorisation du Pentagone. Sinon, ils ne décollent pas. Vous pouvez appuyer sur le bouton entrée, ça s'envole pas. C'est remote control. C'est contrôlé à distance. Et pareil pour les F-35. Les F-35 ont une capacité de vol autonome, je ne sais pas, d'un jour ou deux ou trois. Enfin bon, c'est très réduit. S'il n'y a pas régulièrement, mais réellement, c'est, je me souviens plus si c'est 24 heures, 48 heures, 72 heures. En tout cas, c'est dans cet ordre d'idée, de temps. S'il n'y a pas l'autorisation de vol du Pentagone, ça vole pas. Vous imaginez le niveau d'asservissement? Tous ces pays qui veulent se défendre et assurer la souveraineté et la défense européenne se dotent de matériel OTAN, de matériel américain, de composants électroniques américains dans un nombre incroyable de leurs armes, qui sont tous remote control. C'est amusant parce il y a des fantasmes, et à raison, de ce que pourrait faire la Chine en distanciel avec tous les produits électroniques qu'elle nous vend. Mais aux États-Unis, c'est le cas et c'est écrit dans les contrats qu'ont signés nos dirigeants. De Mais deux genre choses l'une, si ouais, demain on veut avoir une France souveraine ou une Europe souveraine pour ceux qui sont pour la souveraineté européenne, ce n'est pas notre cas. Il faut, un, sortir totalement de l'OTAN et deux, se débarrasser de l'ensemble de la classe politique, enfin de la classe politique, de gauche ou de droite, qui a signé l'asservissement aux États-Unis. Ce n'est pas possible. alors moi j'ai 2 choses, un peu caustiques à dire là-dessus. Est-ce que juste les Américains, vu qu'ils enchaînent les défaites et les défaites militaires, ne veulent pas une victoire facile? Parce que bon, je pense pas que les ours polaires ou les Inuits soient une farouche résistance à l'appareil militaro-industriel américain, même si on sait que des éleveurs de chèvres les ont boutés hors d'Afghanistan. Oui, mais c'est pas Heu, pareil. D'autant plus que là, il y a un plan en place. Ils ont proposé 100 000 dollars par habitant. Le coût, c'est 5 milliards. Rien, peanuts, comparé aux trucs qui sont envoyés en Ukraine. Ils peuvent dire, bon, ça sera 200 000, 300 000. Vous imaginez? 300 000 dollars vous tombent du ciel, et puis en plus, on vous dit, bah maintenant, vous êtes américain. Quand on voit l'état de l'Europe et qu'on a une envie de se séparer du Danemark quand on est Inuit au Groenland, vous feriez quoi, vous? 100 000, 200 000, 300 000 dollars par habitant qui tombent dans la poche. Vous imaginez, vous avez une famille de 5, 1,5 million de dollars, et en moi plus, vous avez un passeport américain. Bah, je c'est pas pensais sûr plus qu'ils au choisissent de faire la guerre à la première puissance militaire du monde. je pensais plus au à l'annexion du Panama. Qui est une forte probabilité, hein, il faut, qui est une zone très stratégique, hein, à cause du canal pour les Américains. D'autant plus qu'avec les changements géopolitiques du monde, quand on regarde les cartes, les routes maritimes commencent à être bien contrôlées par les BRICS et donc le contrôle, des flux maritimes est essentiel. Maintenant, il y a quelque chose, qui me fait un peu sourire parce que toi, tu avais cette lucidité-là, mais on sait qu'en France et en particulier dans chez les souverainistes, tout le monde disait: «Trump, c'est la paix, il ne fera jamais de guerre, il est pas du tout comme ça, il se préoccupe que des États-Unis» et donc quand on voit ces déclarations-là, on peut se dire: «Il y en a qui étaient vraiment à côté de la plaque et qui sont toujours à côté de la plaque, qui oublient que Trump est celui qui a armé l'Ukraine, qui oublie beaucoup de choses et c'est vrai qu'on peut se demander, ces souverainistes en carton incapables de voir que déjà, on en a rien à foutre des dirigeants américains. Ce qui nous importe, c'est ce qui se passe ici et que ils devraient plutôt, se concentrer, sur nous plutôt que de rêver, de Disneyland et d'Hollywood. Mais bon, c'est une petite pique,
vis-à-vis de ça. Maintenant, quelqu'un a Et dit, parlant mmh, de cela, Pedro, mmh, on peu de gens, c'est un processus qui est intéressant. Et il y a, un phénomène, assez étonnant, alors que l'information est disponible, mmh, de suppression de la mémoire du passé, en particulier géopolitique des États-Unis. Alors en ce qui concerne Panama, il faut rappeler que, en, décembre 89, janvier 90, il y a déjà eu une invasion du Panama par les États-Unis, sous, président Bush papa. C'était l'opération Cause Juste. Bon, ils ont toujours des noms assez amusants les États-Unis. Et c'était alors que il y avait un processus de passage, de transfert de souveraineté du canal du Panama, des États-Unis heu au Panama. Donc c'est pour ça quand on dit et que tu dis là, toi à nouveau, que c'est une histoire longue des États-Unis, que ça n'a rien à voir avec Trump, beh, c'est encore une histoire longue des États-Unis. Ils ont fait une intervention, en 1990 au Panama, en fait pour en avoir le contrôle. Et ce que tu disais, c'est que celui qu'ils ont renversé, c'était un certain général Noriega. Je crois qu'aucun jeune, dont que tu évoquais n'est au courant du général Noriega. Lui, il était directement payé par la CIA. Il, a travaillé avec la DEA et il faisait du transfert de drogue. Et c'était un des pions principaux des États-Unis, dans, le sous-continent, américain. Il a fait des opérations au Nicaragua, au Honduras. C'était une vraie crapule, un vrai assassin. Il a fait l'école des Amériques, que certains qualifient l'école des assassins. Et il a eu une petite velléité d'indépendance. Blam! Les États-Unis l'ont éliminé, alors que c'était un de leurs soldats et un de leurs agents, de facto, encore une fois, puisqu'il était payé par la CIA. Tout cela, on peut le dire aujourd'hui, parce que tout cela est sorti, est libre et documenté. C'est pas un délire complotiste, tout est totalement ouvert comme information par la CIA elle-même. Donc, il faut vraiment pas s'étonner si les États-Unis interviennent au Panama, ça n'a aucune différence par rapport à ce qu'ils ont toujours fait. tout à fait. Alors un sujet, on va passer un peu, du coq à l'âne, mais en fait pas vraiment, puisque c'est vrai qu'il est tellement, prolixe, Elon Musk, qu'il il on va dire, je pense qu'il doit vrai il peut occuper lui-même toutes les institutions avec, toutes ses sorties, tellement il À en se fait. demander qui dirige SpaceX. Ouais, ouais, tout à fait. Alors on sait qu'il est surtout un comment ça s'appelle? Zut, j'ai oublié le terme, bah, Businessman, investisseur. non, non, c'est pas businessman, il est, pas tête de gondole, c'est pas le bon terme. Tu te souviens de dans les alors c'était très courant aux États-Unis, ceux qui tournaient des plaques comme ça pour faire de la pub. Ouais. Homme sandwich, voilà, c'est ça. Tiens, je fais juste je te coupe parce qu'il y a Antoine qui écrit, dans le fil: «La seule mémoire restante de l'opération Cause Juste, ce sont les jeux vidéo, Just Cause». Mais Antoine, vous avez vraiment raison. C'est-à-dire que dans le processus d'effacement de la mémoire, il y a toute cette production vidéoludique et filmographique et de séries où la réalité est renversée. Alors, c'est pas aussi caricatural que dans 1984, mais c'est la même logique. Donc effectivement, tous ces jeux, ou Just Cause ou ce genre de film, c'est toujours des Américains qui vont contre le méchant Noriega, qui est un sale type qui amène de la drogue aux États-Unis, qui est un tortionnaire et tout. En enlevant tout ce que j'ai dit sur Noriega, qu'il a travaillé pour la CIA et que c'était un homme de main, global des États-Unis dans, le sous-continent, américain, et réécrivent l'histoire. Et donc on a des armées de jeunes, blancs comme longtemps aux États-Unis et comme c'est le cas maintenant en France, qui, bah, l'école s'effondrant, ont peu de connaissances en histoire et sont matrixés par, ces scénarios et donc ils sont pas au courant et quand on leur dit: «Mais si ça s'est passé comme ça», ils vous regardent les yeux un peu éberlués et ils se disent: «Ouh là là, ces gens sont de dangereux affabulateurs ou des complotistes». Alors pour revenir sur ce sujet, en fait, c'est, la procédure, intentée par l'Union européenne contre Elon Musk. Alors certains disent: «Mais pourquoi on n'a rien fait, contre George Soros?»
Effectivement, on C'est ce que peut j'ai fait hier, c'est ce que tu montrais. Ouais. ouais, exactement. Et On pas que peut soit Soros, hein, tous les autres. oui, oui, parce que Bernard en France, on pourrait dire contre Bernard Arnault, Lagardère. De toute Mais façon Bill Gates, oui, oui, tout à fait, on a la liste là, ça a été rendu public, des financements tous les ans de médias par Bill Gates. tout à Quand fait. tous les ans, Le Monde reçoit plusieurs centaines de milliers de dollars par Bill Gates, est-ce que ça va faire une influence? Je me souviens, ils avaient écrit: «Mais non, du tout, c'est pour soutenir la presse libre». Bon, bah, Tintin, presse libre, presse Beh, payée. on non, on évite de mordre la main qui nourrit, c'est connu. D'ailleurs, une des grandes stratégies, de Gates, par exemple, dans les pays, en voie de développement, c'était de fournir gratuitement toute la solution Microsoft et donc il arrivait, il offrait des ordinateurs, il équipait tout le monde. Tout le monde disait: «Ah, c'est génial», mais en fait, le but, c'était de bloquer l'émergence de logiciels libres qui pouvaient arriver en alternative et en particulier renforcer la souveraineté de ces pays-là. Donc, par exemple, on l'a vu dans le cas de l'éducation nationale française, Microsoft a tout fait pour faire des licences, je crois, à 10 € ou quasiment gratuites pour éviter que, et j'ai eu le plaisir et toi aussi, Georges, on connaît quelqu'un justement qui s'est battu beaucoup, pour protéger à l'époque, il y a maintenant, hein, ça fait plus d'une dizaine d'années, la souveraineté, informatique française, justement dans l'éducation nationale, en créant, à l'époque, c'était, ultra novateur. Ils ont fait le premier cartable numérique, c'est donc une petite clé USB dans lequel il y avait on pouvait démarrer sur un système opérationnel dans lequel il y avait que des outils libres. Donc, je pense à notre, bon ami, Jean-Baptiste Roger qui justement ils ont et d'ailleurs c'était le plus gros, marché je crois mondial de clés USB à l'époque. Tous les, heu, franciliens, les écoliers franciliens ont reçu cette clé dans lequel il y avait plein d'outils et à l'époque, je me souviens, il y a eu une très, très, très forte pression de Microsoft pour qu'ils ne mettent pas des outils libres et qu'ils prennent leur solution. Ils étaient prêts à mettre des tombeaux d'argent pour qu'ils ne fassent pas ça. Malheureusement, la politique étant ce qu'elle est, les ceux qui sont arrivés, par la suite n'ont pas continué, cette initiative et ont préféré passer par Microsoft. C'est dommage parce qu'on est encore une fois, on était en avance et maintenant on est à la traîne. Comme quoi, il y a des choses qui étaient possibles et c'est un peu dommage donc je tiens à rendre hommage à ces initiatives-là. Effectivement, les ce qui est impressionnant, c'est qu'on dirait que comme la blague du bon et du mauvais chasseur, il y a le bon et le mauvais oligarque. C'est-à-dire, il y a l'oligarque qui fait de l'ingérence, mais c'est de la bonne ingérence et il y a l'oligarque qui fait de l'ingérence, mais c'est de la mauvaise ingérence. Un oligarque reste un oligarque. Ah oui, c'est ce qu'on avait dit, et c'est ce que je soulignais dans ma communication. Le problème, c'est quand on, cède sur le principe de corruption et qu'on cède sur le principe que, heu, l'État régule et contrôle et tape sur les doigts des milliardaires. Bah, c'est ce qu'ils ont fait dans toute l'Union européenne pendant des dizaines d'années. Il ne faut pas s'étonner que ce soit hors de contrôle et que de temps en temps, eh bien, vous tombiez sur des oligarques, mais qui ne soient pas d'accord avec vous ou qui veuillent vous, contrôler, ou vous remplacer par, peut-être d'autres encore plus serviles ou d'autres qui soient, sur des questions, sociétales différentes de vos positions. C'est exactement ce qui se passe, heu et ça rend toutes les critiques, venant des dirigeants européens, de l'Union européenne, ridicules et pathétiques et sans portée aucune. Donald Trump rigole et si on se souvient la manière dont il traitait la France déjà lors de sa première présidence, il ne faut pas s'étonner que le mépris ait augmenté, vu, ce que fait et de la manière dont le fait, l'Union européenne. Il faut bien comprendre que pour les États-Unis, pour l'élite américaine, le gouvernement en particulier, l'État profond. Quand je parle d'État profond, moi je parle du véritable État profond, hein. C'est l'appareil militaro-industriel, pétrolier, et les grands milliardaires.
ils ont, de leur point de vue, ils ont regardé avec un amusement immense l'Europe s'effondrer, en cours d'effondrement par une guerre imposée par l'OTAN, c'est-à-dire par Washington, en Ukraine et rompre tous les liens commerciaux avec la première source d'approvisionnement de ressources de l'ensemble du continent européen, à savoir la Russie. Je ne mets pas d'aspect moraux là-dedans, je mets un aspect, économique global. Ils ont coupé le lien, d'ailleurs Biden suivant ce qu'avait fait Trump, on va pas le je vais pas le rappeler à chaque fois, mais quand même, enfin si, peut-être faut le rappeler à chaque fois, c'est Mike Pompeo sous Donald Trump qui a fait les premiers contrats et les premières opérations de rupture d'approvisionnement du gaz, russe et les premières opérations clandestines américaines sous Donald Reagan contre les gazoducs soviétiques alimentant l'Allemagne. Les premiers gazoducs, eh ben, c'était des attentats, enfin des attentats, des sabotages menés par les États-Unis. Donc c'est encore une fois, c'est une histoire longue, c'est une histoire géopolitique longue, et c'est comme ça qu'il faut l'aborder en dehors de l'écume des jours, c'est-à-dire des conflits ici et là qui surviennent et qui ne sont que l'expression de cet affrontement général. Donc eux, les Américains, voient tout un tas de petits chiots dirigeants européens qui, d'abord sont soumis parce que ce sont tous pour la plupart des young leaders ou, des gens qui sont intellectuellement et moralement inféodés aux États-Unis, qui acceptent des pertes massives de souveraineté et de puissance. Comment voulez-vous qu'ils nous traitent? Voilà. Écoute, Donc il n'y aura rien. Encore une fois, il n'y aura rien. Parce que si la Commission européenne, tout à coup, contrairement à ce que, enfin, on rappelle l'affaire Thierry Breton. Alors Thierry Breton, c'est pas un champion du monde, hein, non plus de la démocratie et de l'intelligence économique, mais il y avait une petite velléité de contrôler X. Il avait été dégagé par Madame von der Leyen, qui surtout ne voulait pas contraindre X, mmh, c'est-à-dire Elon Musk. Alors maintenant, ils vont faire un 180 degrés, soi-disant, en lançant une procédure contre Elon Musk. Une fois que Trump sera président, là, ça prendra pas comme la guerre en Ukraine, 24 heures. Il va prendre son téléphone, il va faire, vous enlevez ces sanctions, sinon je vous mets des sanctions à 100% sur vos productions qui viennent en France. Et vous allez voir que c'est très exactement ce qui va se faire. Et ils vont. Vous vous souvenez, c'était l'histoire qui raconte tout le temps sur Macron. C'est littéralement ce que Donald Trump raconte sur Macron. Ce qui montre encore l'immense mépris qu'il a pour la France et pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il avait engagé comme mini procédure contre la, la, euh, les les États-Unis. États-Unis. Et Donald Trump, quand il en parle, il dit, vous savez ce que j'ai dit, moi? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Emmanuel, j'ai dit, Emmanuel, si tu n'enlèves pas ça demain, eh bien, il y aura une taxe de 100% sur tes vins et tes fromages. D'ailleurs, l'ordre est parti, je suis en train de le signer. Non, 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 Emmanuel, non, non, c'est déjà signé. C'est déjà signé, Emmanuel. Et le lendemain, oh, c'était fini. Il n'y avait plus d'offensive contre les États-Unis. On n'a aucune capacité, non pas parce qu'on n'a pas de capacité en propre, mais on n'a aucune capacité là tout de suite et dans les 5, 6 années à venir, sans changement radical d'orientation en général de la politique, on n'a aucune capacité de contrainte envers les États-Unis. Aucune. Tiens, en parlant de ça, tu me fais penser avec ton imitation, on pourrait re Elle est mauvaise recevoir mon imitation, hein, il Tristan il est faudrait gentil. recevoir Gaël Brustier, parce qu'il est Ouais, très bon. Brustier énorme, Brustier. Ah, ouais, Tristan, on fait ça. Allez, on fait Brustier et les imitations et vous allez voir, c'est très très fort. J'en profite, j'ai retrouvé la fameuse clé USB, tu vois, collector. Comme quoi, tu sais quand? 2007. 2007, on était capable de fournir aux écoles des outils souverains. Ça fait quoi? 2007, 18 ans? 18 ans. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On file des ordinateurs avec Windows. Voilà. On avait Alcatel, premier en l'an 2000-2001, premier Mmh, entreprise de téléphonie mondiale. C'est pas si vieux, hein. mmh. Alors justement, tu parlais des conflits. Il s'est passé un truc, et avant qu'on enchaîne sur, nos invités, il s'est passé un truc un peu cocasse hier. C'est Emmanuel Macron apparemment, alors certains pensent qu'il a Alzheimer parce qu'il oublie lui-même les trucs qu'il a lui-même décidés. Et donc, Emmanuel Macron a estimé que les Ukrainiens auront à mener des discussions réalistes sur les questions territoriales, mais
donc pourquoi on dit qu'il est, amnésique? C'est qu'il a signé, donc là, on est sur le site de l'Élysée, un accord de coopération en matière de sécurité, avec l'Ukraine qui dit que la France va s'arranger pour que l'Ukraine récupère tous ses territoires. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de notre super président, amnésique? Mais s'il était amnésique, comme Joe Biden, au moins ce serait bon, voilà, il est amnésique, et c'est pas le cas. Je sais que c'est pas bien d'utiliser certains mots, mais allez, c'est pas nous, mais pas lui, mais il nous fait passer collectivement les Français pour des bouffons sur la scène internationale, des bouffons. Tu l'as, mis, devant, nous, donc ce que tu regardes, c'est sur le site de l'Élysée. Je rappelle ce qui se passait il y a un peu moins, il y a 1 an. On avait la crise agricole, des de l'agri du monde agricole qui est toujours pas, résolue, qui est assez catastrophique, hein. Bientôt on recevra à nouveau Philippe Grégoire pour nous en parler. Les choses, s'aggravent, dans le monde agricole si c'est possible, hein, parce que c'était déjà pas, facile du tout. Donc là, les choses vont, aller très mal. Vous vous souvenez, nous, on y était physiquement au salon dernier salon de l'agriculture. Emmanuel Macron a dû s'enfermer dans le hall 4. Toutes les portes étaient gardées par des CRS. L'ambiance est intéressante quand même, parce qu'on avait tous ces agriculteurs qui enserraient le hall 4 en faisant pression comme ça, physiquement, sur les portes. Et bon, on va pas sortir les insultes qui étaient sorties envers Macron, mais c'était pas très sympa. Et il disait, et il y avait ce slogan qui revenait au milieu des insultes: «On ne veut pas que vous donniez 3 milliards à l'Ukraine, on en a besoin pour le monde agricole». Euh, Son Premier ministre, Gabriel Attal, n'a pas réussi, c'est mieux passé pour lui physiquement au salon, mais il n'a pas réussi à résoudre le problème de la crise agricole, puisque des petites mesurettes et des interventions de communication ne résolvent pas le problème structurel que connaissent les agriculteurs. Bon. Et donc, détournement de l'attention, Emmanuel Macron reçoit Zelensky en grande pompe et signe un traité de coopération militaire. Alors, on avait critiqué à l'époque le fait que c'était une folie absolument intégrale, parce que dans le texte de l'Élysée, il est écrit dans le domaine. Je ne retrouve plus exactement ce que je l'avais et ça a bougé. Bref, que la France s'engage, vous pouvez le relire vous-même, s'engage à soutenir l'Ukraine pour récupérer l'ensemble des territoires ukrainiens jusqu'en que l'Ukraine avait en 1991, incluant la Crimée. Alors pourquoi c'est une dinguerie? Parce que la France est une nation nucléaire, on le rappelle, et que l'Ukraine est en guerre au moment où est signé ce traité de coopération militaire avec un autre pays nucléaire, c'est la deuxième ou la première, on ne sait pas, puissance nucléaire mondiale qu'est la Russie, et que donc ça donne une option à une guerre définitive pour l'humanité, puisqu'elle serait thermonucléaire. En soi, ça n'avait pas de sens déjà de signer ça. C'était une forme de folie, mais bon, ouais, c'est signé. OK. On s'engage à soutenir l'Ukraine, à l'armer, à reconstruire, à ce qu'elle rentre dans l'OTAN, peu importe si c'est la raison principale de la guerre en Ukraine, à ce qu'elle rentre dans l'UE et à contraindre la Russie à payer toutes les réparations, de guerre, pour reconstruire l'Ukraine. C'est écrit dans le texte. Moins d'un an après, Emmanuel Macron, qui est un peu comme Mark Zuckerberg, sent que le vent, tourne et que, Donald Trump a déjà dit, clairement: «Voilà, l'Ukraine ne va pas rentrer dans l'OTAN». Bon, tout le monde le sait depuis très longtemps, mais voilà, c'est ce qui va se passer et que, bon, il veut régler cette affaire, et que ça l'intéresse pas trop. Les effets produits sur l'Union européenne sont déjà, suffisants. Emmanuel Macron, virant cutie comme Mark Zuckerberg, dit: «Ah, va falloir que l'Ukraine, songe à des concessions territoriales». Donc il trahit sa signature
et la signature de la France sur ce traité. Donc c'est 2 fois stupide. Une fois de le signer et une deuxième fois de se dédire de cette manière-là. Pourquoi c'est stupide? Parce que le reste du monde le voit et le reste du monde se dit: «Ah, encore une fois, la parole et la signature de la France vaut rien. Elle vaut, eh bien, le sens du vent qui vient de Washington». Et c'est ça, qui est tragique et donc oui, de toute façon, la situation militaire, enfin la situation en Ukraine, la guerre est perdue pour l'Ukraine depuis maintenant plus d'un an, très largement. Le territoire conquis par la Russe est déjà de 20 du territoire. Ils auraient beaucoup mieux fait de signer les accords, le mémorandum d'Istanbul, on en a beaucoup parlé ici. Ça n'a pas été le cas et je pense que les concessions territoriales seront beaucoup, beaucoup plus importantes que cela. Et enfin, du point de vue ukrainien, pour ceux qui croient, enfin qui y croyaient vraiment, qui se sont dit: «Non, on va pas signer le mémorandum d'Istanbul, Boris Johnson et Joe Biden nous disent de continuer, ils vont contraindre, la Russie économiquement». Ouais, Bruno Le Maire est venu, il a dit: «On va mettre la Russie, à genoux, on va gagner, vous allez rentrer dans l'OTAN». Mais Emmanuel Macron signe un accord de coopération militaire avec la France, la seule nation nucléaire d'Europe, pour qu'on récupère tous nos territoires. Et tous ces gens, un an après, leur disent: «Bon, finalement, bon, vous avez quasiment 1 million de morts, bah, il va falloir, signer, quelque chose de pire que le mémorandum d'Istanbul». Alors, Georges, je me permets de réagir à un commentaire, fait par, c'est Thomas, Collignon, heu Conrad Thomas Collignon, qui dit qu'aujourd'hui, parce qu'on parlait de souveraineté numérique, est sortie, une, solution, du moins une société, française, Cocorico, qui, propose justement, une suite collaborative qui serait meilleure que, celle de Microsoft. Alors, je vais essayer de partager, l'article, mais effectivement, c'est une très bonne chose. Ce que je Ouais, c'est lamentais, super. voilà, ce que je lamentais, c'est qu'en gros, on avait de l'avance et que et ça, c'est le politique, hein, qui est directement responsable. Parce que les entrepreneurs français, en particulier dans la tech, moi, je les connais et je sais les efforts qu'ils ont faits pour pousser à la souveraineté numérique et c'est vraiment le décideur public qui a fait n'importe quoi Oui, oui, et qui moi, a sa c'est responsabilité. on le dit régulièrement. Moi, je connais un peu plus dans le domaine de la défense. Mmh. Mais c'est quand, la France signe l'absurde accord, sous François Hollande, le 20 mai 2012 au sommet des chefs d'État de l'OTAN à Chicago, signe l'accord de participation de la France au bouclier antimissile, c'est-à-dire, une relance de la guerre, de l'armement nucléaire face à la Russie. François Hollande, pour participer à ce qui va causer la situation géopolitique où on est face à la Russie, transfère transfère le programme Spiral aux États-Unis, gratuitement. On était, donc c'est pas vieux, hein, 2012, les leaders mondiaux du suivi, de missiles par satellite, programme Spiral. Et il y a plein de domaines, en fait, où la France était première mondiale, était très, très bonne, mais est toujours, et merci à Conrad, de nous rappeler cela, mais il y a énormément de domaines. Il n'y a pas si longtemps, il y a 2 3 ans, c'était, des chercheurs de Grenoble qui avaient réussi à faire marcher la première fois un paraplégique complet, en connectant, sur ses neurones un exosquelette. C'est génial, mais c'est la France, en fait. Et oui, dans ce domaine comme dans d'autres, il y a énormément de capacités. Il faut juste arrêter de vendre Alstom, Alcatel, Technip, nos savoirs, nos compétences, nos marchés, aux États-Unis, car ils nous pillent sans aucune pitié. Oui et aussi, au-delà de ça, de protéger, heu, les entreprises françaises, hein, parce que c'est arrivé régulièrement, contre le lawfare américain. Parce que c'est un des faits, très, très importants et qui a plombé énormément de nos startups, c'est que les Américains, en particulier les géants, de la tech, pillent des entreprises françaises. C'est-à-dire qu'ils les rachètent même pas, ils vont prendre leur techno, l'exploiter
et utiliser, justement, leur puissance, pour faire retarder les procès. Ça coûte extrêmement cher aux États-Unis, hein, il faut payer des avocats pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. On va dire, certains ont perdu, des millions d'euros, hein, à payer des avocats pour, au bout de 10 à 15 ans, gagner effectivement une grosse somme, mais pendant ce temps-là, ils ont eu le temps de mourir 10 fois. Et c'est vrai que, ce c'est les entreprises stratégiques américaines ont un côté prédatrice sur les technologies, des autres pays, et parfois on n'est pas assez bien protégé. On critique souvent la Chine du non-respect des brevets, mais avec les Chinois, on peut négocier. Les Américains utilisent, leur législation pour contraindre, les entreprises des autres pays. Ça a été, et d'ailleurs, c'est comme ça que commence, la spirale infernale pour, Alstom et Alcatel, avec le lawfare. Donc il faut pas, et au-delà de la question de protéger nos entreprises, sur le rachat, effectivement, ça je suis entièrement, on sera tous les 2 d'accord. Il faut pas oublier cette question de l'extraterritorialité du droit américain. J'ai réussi à le dire bien. Voilà.